Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Notre Invité. Je vous retrouve ce soir exceptionnellement pour un nouveau numéro consacré à la nouvelle loi sanitaire. Le projet de loi soumis aux députés il y a une semaine a fait couler beaucoup d'encre, soulevé de nombreuses questions. Après plusieurs jours de débat, les parlementaires ont adopté le texte de loi après avoir approuvé 22 amendements sur les 73 soumis par les députés. Nous essaierons, avec notre invité, de connaître les tenants et les aboutissants de cette nouvelle loi et de comprendre les enjeux sur le devenir du système de santé en Algérie et ses retombées. La loi sanitaire promulguée en 1985 est devenue obsolète au vu de toutes les mutations socio-économiques qu'a connues et que connaît toujours notre pays. La nouvelle loi apporte de nouveaux acquis importants pour le secteur, d'autres restent flous. Docteur Saïd Mekaoui les décortiquera pour nous. Docteur Mekaoui, bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes directeur chargé des études au niveau du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors beaucoup a été dit sur cette nouvelle loi sanitaire. Une des questions qui avait suscité de l'inquiétude, c'est ce principe de gratuité que la nouvelle loi consacre toujours dans son article 12 et consacré même par la Constitution, mais remise en cause dans l'article 343 et l'article 348. Alors l'un stipule la limitation du financement, de l'intervention de l'État. L'autre, vous nous l'expliquerez plus en détail. On y reviendra tout à l'heure sur l'article 348. Mais auparavant, est-ce qu'aujourd'hui, la gratuité des soins est toujours un acquis dans la nouvelle loi sanitaire ? Je vous remercie. C'est une bonne entame, j'allais dire, sur la loi. Il n'y a pas que la gratuité qui est comme principe fondamental consacré dans la loi. Donc la gratuité, on y reviendra effectivement à travers les deux articles qui auraient pu, ceux qui seraient controversés mais qui ne le sont pas. On en parlera peut-être probablement tout à l'heure. Il y a aussi d'autres principes qui sont fondamentaux dans la santé, tels que l'intersectorialité, c'est-à-dire la santé n'appartient pas qu'au secteur de la santé, et c'est donc dans une action multisectorielle que l'on doit développer la santé. C'est une base fondamentale du développement de la santé, et donc c'est un principe quand même important. C'est aussi la complémentarité des activités de prévention, de protection et de promotion de la santé et des activités évidemment de soins et de réadaptation et d'accompagnement qui figurent nouvellement d'ailleurs à ce niveau-là. Il y a aussi le principe d'égalité d'accès aux soins, d'accessibilité aux soins pour tous, d'équité dans les soins, de disponibilité du produit pharmaceutique sur tout le territoire national, à travers évidemment le principe d'un secteur public fort développé sur tout le territoire national, et puis un certain nombre, j'allais dire, de mécanismes qu'on pourra peut-être reprendre tout à l'heure. Il y a le principe donc de hiérarchisation des soins et de continuité des soins qui, à un moment donné, malheureusement, dans l'évolution même du système, a été quelque peu oublié en route et qui est rétabli. Et puis il y a les droits des patients qui n'ont jamais été consacrés de manière très claire dans la précédente loi et qui aujourd'hui sont consacrés. On en reparlera aussi, je l'espère. Et puis il y a aussi les obligations évidemment des patients, parce que disons les professionnels de santé à un moment donné ont eu à subir j'allais dire quelques difficultés dans leur exercice. Et puis il y a la contribution du tissu associatif qui n'a jamais été aujourd'hui la contribution du tissu associatif des malades, des professionnels de santé, des usagers de la santé est consacrée dans la loi, ce qui ne l'a jamais été. Et donc c'est un peu l'équivalent de la démocratie sanitaire qui existe dans certains pays. Donc il y a le principe de modernisation de la gestion de la santé pour s'adapter aux évolutions scientifiques et technologiques. Et donc c'est aussi un principe fondamental. Il y a Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Toutes les nouvelles dispositions en matière de bioéthique qui n'avaient jusque-là pas été ou pas suffisamment été développées, et puis toutes les nouvelles dispositions en matière de déontologie qui aujourd'hui permettront à certains corps de pouvoir créer leur conseil. Mais tout cela, je pense que voilà, je cite pêle-mêle un certain nombre de principes pour dire... Grosso modo, voilà. tout ce que la loi sanitaire comporte comme nouveaux acquis. On va essayer de les détailler, pas tous un à un, on ne pourra pas malheureusement, mais prendre les plus grands principes défendus dans ce texte de loi. Pour revenir à cette loi ou à cet article 12 qui consacre le principe de la gratuité et l'article 343 qui limite dans le même temps l'intervention de l'État. Alors comment pouvez-vous nous l'expliquer aujourd'hui? Oui, alors bon, d'abord, quand on parle de gratuité, cela veut dire quoi? Cela veut dire, d'abord, la Constitution n'en parle pas. Hein, c'est une ordonnance de 74 qui précise la gratuité des soins. Et puis, depuis, c'est devenu un acquis, effectivement, et donc la gratuité est consacrée. Alors, c'est quoi la gratuité? La gratuité, c'est que vous allez dans le secteur public de santé. Vous allez dans le secteur public de santé, vous pouvez vous faire consulter, soigner, appareiller, etc., donc traiter, et sans débourser quelques sous que ce soit. Donc c'est ça la gratuité. Pour tous, quelle que soit l'origine, quel que soit le lieu. Oui. Mais dès qu'on parle de gratuité, l'hôpital, lui, il faut qu'il entre... voilà. D'où provient l'argent avec lequel il fonctionne. Alors, il y a donc un tiers payant. Oui. Et ce tiers payant, c'est quoi? C'est la subvention de l'État, qui est extrêmement importante d'ailleurs, la contribution de la sécurité sociale et la participation des assurances économiques, et ainsi de suite. C'est-à-dire il y a un certain nombre de tiers payants qui arrivent et qui contribuent donc au financement de la santé. Et voilà. Donc, en fait, il faut le comprendre comme ça. La gratuité va persister. Mais nous, quand on dit dans l'article 343, l'État assure donc la prise en charge de la prévention, de la protection, de la promotion de la santé, assure la prise en charge de la formation, de la recherche et des démunis non assurés sociaux et des personnes en difficulté. Alors, je reviendrai juste un moment sur cela. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'État, parce que ça, c'est les obligations de l'État. Alors,
déjà, dans la Constitution, l'article 66 précise de manière claire que l'État prend en charge la prévention, la promotion, etc. Donc, ensuite, il y a un certain nombre d'articles, toujours dans la Constitution, l'article 68, qui parle de la préservation de l'environnement, qui fait partie, donc, l'article 69, qui parle du droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène. Et pour revenir sur cet article 348, qui stipule que les bénéficiaires des soins peuvent être appelés à contribuer au financement des dépenses de santé dans le respect des dispositions de la présente loi. Dans quel cas entre en application cet article? Alors, je vais y revenir, juste laissez-moi. Donc, il y a des articles de la Constitution qui le précisent. Il y a une loi des finances qui, depuis 1993, précise de manière claire, encore une fois, la contribution de la sécurité sociale. Elle donne la hauteur et elle dit que ça concerne les assurés sociaux et leurs ayants droit. Et donc, vous voyez que la loi n'a pas mis des articles parce qu'on a pensé à cela et puis on les a mis. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est de l'ordre du financement du système national de santé depuis longtemps. Est-ce que la contribution de la sécurité sociale qui existait auparavant, qui existait jusque-là, sous la forme des hôpitaux. Au départ sous la forme de forfait hôpitaux, puis depuis un certain temps sous la forme de contractualisation, est-ce que cela a changé la gratuité des soins dans les hôpitaux depuis des années? Non. Alors, non. Aujourd'hui, on se demande si la CNAS pourra, elle, supporter cette charge. Est-ce que cela ne la mettra pas en difficulté? Alors, on peut en parler, il n'y a aucun souci. On peut en parler, mais ce que je voulais dire, c'est que, voilà. Donc, quant à la contribution des usagers de la santé, enfin des patients, etc., il s'agit d'une contribution. Encore une fois, l'article est très clair, il s'agit d'une contribution, ce n'est pas une obligation. On leur demande de contribuer, pour ceux qui le peuvent, au financement. Et dans le même article d'ailleurs, on dit que la non-contribution, les gens continueront d'être soignés, même s'ils ne contribuent pas. Donc, dans le même article, c'est pour vous dire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cet article est contenu déjà dans la loi 85-05. C'est le 231 de la loi 85-05. Donc, il suffit d'aller le voir pour voir qu'il est écrit exactement de la même façon. Donc, voilà. Alors, pour essayer d'intervenir sur plusieurs points, on va essayer de passer à d'autres points. L'article 348, il intervient à quel moment? Qui stipule que les bénéficiaires des soins peuvent être appelés à contribuer. L'article 348 va comment dire, ouvrir lieu à comment dire, à un texte réglementaire qui sera donc clairement qui précisera dans quelles conditions on pourrait demander une contribution. Mais ce n'est pas dans la loi qu'on pourrait fixer. Alors, autre question qui a elle aussi suscité de vifs débats, l'intégration du secteur privé dans le système national de santé. On craint aujourd'hui que le secteur public, qui doit être l'élément fort du système, ne soit plus en situation d'avantage par rapport au secteur privé. Est-ce que la mise en place aujourd'hui d'hôpitaux privés ne met pas les hôpitaux publics dans un fonctionnement de type privé où il y aurait des mutualisations à outrance? Et qui aura accès aussi à ce système de santé privé? Si on devait répondre assez rapidement à cela, parce que le système de santé est basé sur un système public fort. C'est le système public qui est à travers tout le territoire national, et vous savez très bien que le secteur privé, dans la grande majorité des cas, dans la plupart de ces cliniques sont au niveau du Nord. Donc vous voyez que c'est le secteur public qui occupe l'espace et qui occupe tout le territoire national et qui continuera à le faire dans les années à venir. Donc c'est pas comment dire, un rapport de force entre le privé. On parle d'un partenariat public-privé ou de complémentarité à ce moment-là? C'est une complémentarité. Pourquoi? Parce que le premier principe, justement, pour les patients, c'est d'avoir le choix, d'avoir la liberté d'aller où ils veulent. Donc, s'ils veulent aller dans le public est là, et puis s'ils veulent aller dans le privé, ils vont dans le privé. Oui, sauf que le privé n'est pas forcément remboursé, n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc il appartient aux patients de décider là où il veut aller. Donc, c'est pas sur le principe de l'existence du privé. Maintenant, dire que le privé va concurrencer,
non, il faut croire que les moyens de l'État sont nettement supérieurs aux moyens du privé. Mais puisque le privé sera appelé à participer à l'émission de services publics. Par contre, alors qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a cru c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, on a dit on va faire de la complémentarité, cette complémentarité qui existe déjà, et on va lui donner quand même une organisation. On va contrôler le privé, et puis voilà, dans les zones à faible couverture, meilleure répartition géographique. À faible couverture sanitaire, ben, si on trouve un privé là, ben voilà, si l'hôpital a les moyens, il peut, comment dire, et que la ressource humaine n'est pas là, et si la ressource humaine à côté existe dans le privé, ben, on peut faire une convention avec lui pour qu'il vienne au niveau de l'hôpital traiter les patients. Ce sera pris en charge par la sécurité sociale ? Mais ce n'est pas la sécurité sociale, c'est l'hôpital qui va faire une convention. Donc c'est l'hôpital qui va prendre en charge. Oui, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, et puis, quand il n'y a ni les moyens, ni la ressource humaine, et que ça peut exister, si vous voulez, à ce niveau-là, dans ce territoire, eh ben, on pourrait faire appel au privé dans le cadre d'une convention pour les malades qui étaient préalablement hospitalisés ou pris en charge par l'hôpital. Donc, évidemment que celui qui a choisi d'aller directement dans le privé, c'est son choix. Hein, c'est pas celui qui est venu dans le public, auquel il faut un complément d'investigation ou un complément, un truc qui n'existe pas dans là, on va pas lui dire de faire 200 km pour aller faire un examen complémentaire qu'il trouve juste à côté. Donc il appartient là aussi à l'hôpital de se mettre au diapason de la satisfaction. Une des nouveautés aussi consacrées dans cette loi, Dr Mekaoui. Je voulais juste rajouter un point par rapport à cela, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est dans les zones à faible couverture sanitaire, de manière temporaire et de manière exceptionnelle. Donc tout ça est précisé. Donc vous voyez que ça, voilà. D'accord. Voilà. Alors pour faire vite un petit peu et parler des autres points, on parle de nouveautés aussi. C'est cette carte sanitaire aujourd'hui qui est mise en place pour une meilleure répartition, plus équitable au niveau de tout le territoire national, et ce service civil qui est maintenu dans la loi sanitaire. On va essayer d'englober les deux questions pour essayer d'aller un peu plus vite. Est-ce que le service civil pourrait être en tout cas sa gestion de ce dossier brûlant, on va dire, puisqu'on sait que les médecins résidents sont en grève depuis lundi, avec aussi cette décision d'arrêter les gardes. C'est toujours ce dossier brûlant de service civique qui pose problème. Il n'y a pas eu d'amendement dessus. Est-ce que la carte sanitaire pourrait en quelque sorte aider à mieux gérer ce dossier ? La carte sanitaire, vous savez qu'il y a eu une carte sanitaire dans les années 80. On a eu une, mais bon. Puis on n'en a plus eu par la suite. Et puis il y a eu un schéma directeur quand même dans les années 2007, il faut le reconnaître. Et puis bon, on revient en fait au système de planification. Il y a eu une absence de planification pendant quelques années qui a porté préjudice dans l'organisation et le fonctionnement de nos établissements de santé, et évidemment quelque peu alourdi un peu la prise en charge des patients. Donc on revient à une carte sanitaire qui sur le point de vue des normes, sur le point de vue des structures à implanter, et sur le point de vue des ressources humaines à déterminer, sur le point de vue des moyens qui doivent être nécessaires pour un fonctionnement normal, etc. Donc on revient à une carte sanitaire. Mais la carte sanitaire, ça n'est que, si vous voulez, c'est statique. Si vous voulez, cela permettra de connaître les besoins en fonction des régions. C'est statique. Alors on a adossé à la carte sanitaire ce qu'on appelle le schéma, et ça c'est le mot, le schéma d'organisation sanitaire, qui lui va permettre de donner les dynamismes nécessaires. Alors dans le schéma d'organisation sanitaire, on y retrouvera évidemment des réseaux de soins qui n'existaient pas jusque-là et qui permettront des prises en charge beaucoup plus rapides et beaucoup plus précises des besoins des patients, à partir évidemment, c'est là que se joue l'élément fondamental du médecin référent, on en parlera tout à l'heure. Donc vous voyez que, et c'est cela qui va permettre, si vous voulez, le schéma d'organisation sanitaire
va permettre les dynamismes et les coopérations nécessaires pour que la prise en charge du malade soit la plus efficace et la plus utile possible. Service civil, pas d'amendement maintenu? Service civil, pas d'amendement. Tout simplement parce que le service civil est encore important pour répondre aux besoins de santé de la population dans les zones de faible couverture sanitaire. Et donc le service civil continue. Voilà, vous avez fait référence aux résidents, oui. Les prochains qui ne semblent pas être les futurs spécialistes, j'allais dire les futurs article. Spécialistes qui ont posé le problème. D'ailleurs, ils n'étaient pas contre le service civil, ils étaient sur le fait des durées, et je crois que les durées, que Monsieur le ministre s'est engagé à revoir les durées du service civil. Cela n'avait pas suffi à convaincre encore les médecins résidents, ceci est un autre dossier. Alors, parmi les réformes aussi figure, vous en parlez, la hiérarchisation des activités médicales à travers l'introduction du médecin référent ou le médecin de famille, le médecin généraliste aujourd'hui. Est-ce une solution pour alléger la pression sur les hôpitaux? Alors, c'est une solution, et je vais vous dire à plusieurs niveaux, parce que évidemment le médecin référent tout seul, comme ça, non. Le médecin référent dans un système organisé. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, je voudrais commencer par la hiérarchisation des soins, qui a été oubliée, là aussi, pendant quelques temps. Cette hiérarchisation va être établie. En fait, quand on parle de hiérarchisation des soins, c'est-à-dire on parle des soins primaires, des soins secondaires, des soins tertiaires, et puis une organisation de ces soins à travers les différentes structures des hôpitaux, en fonction de leurs moyens, en fonction des compétences humaines qui s'y trouvent, etc. La seconde chose, c'est que dès qu'on parle de hiérarchisation des soins, il faut parler aussi de la continuité des soins. Or, il y a eu à un moment donné, là aussi, rupture dans la continuité des soins. C'est-à-dire qu'il devra suivre le dossier médical du patient. On a voulu bien faire en séparant à l'époque, en séparant les EPSP des EPH qui étaient dans une même structure qui s'appelait le secteur sanitaire. On a réglé quelques problèmes de gestion mais en fait on a cassé la continuité des soins. Et on a vu ainsi des patients avoir d'énormes difficultés pour passer d'un soin qui se donnait ou d'une investigation qui était nécessaire à l'hôpital. Et à ce moment-là, les deux établissements n'étant plus gérés par une même structure, on s'est retrouvé dans des situations assez difficiles pour les patients. Et les patients s'en plaignent. Donc il fallait corriger cela. D'où le nouvel établissement qui a été créé, qui s'appelle la circonscription sanitaire. La circonscription sanitaire va regrouper sous une même autorité, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc le PH, l'ex-PH, et puis le HS de vocation locale, et puis le PSP ou les EPSP, dans un territoire d'une ou plusieurs communes. Donc voilà, on rétablit la continuité des soins, on rétablit la hiérarchisation des soins, qui sont des principes fondamentaux de développement de la prise en charge en santé. Alors, l'activité complémentaire dans le secteur de la santé, interdite au départ, puis finalement supprimée. Pourquoi ? Écoutez, c'est un article, l'article qui a en fait été arrivé avec la loi, disait qu'il fallait supprimer le temps complémentaire et le temps lucratif. Le temps lucratif, donc le temps lucratif, lui, est porté par le statut général de la fonction publique et n'intéresse pas que la santé. Donc ce n'est pas la loi sur la santé qui va remettre en cause un article qui concerne tout un ensemble de corps, universitaires d'ailleurs pour la grande majorité, de fonctionnaires. Donc l'activité lucrative, il fallait déjà l'enlever de la loi. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, c'est le temps complémentaire. Alors le temps complémentaire supprimé, l'article, en n'en parlant plus, il n'y a plus de temps complémentaire. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'est ni interdit ni autorisé. Non, non, non. Le fait qu'il n'existe pas dans la loi, ça veut dire qu'il est supprimé, c'est clair. Voilà. Il existait dans la loi, il n'existe plus dans la loi, donc c'est très simple, il est supprimé. Alors la levée du monopole de la gestion des pharmaciens abandonnée aussi, puisqu'on revient à la mouture initiale qui faisait du pharmacien, seule personne pouvait dispenser des médicaments. Non, il ne faut pas comprendre cela comme ça. C'est le pharmacien et le propriétaire de sa pharmacie. Hein. Et il est à la fois le propriétaire et le premier gestionnaire. Donc ça a été effectivement rétabli dans l'article.
Alors, une aussi des nouveautés dans cette loi sanitaire, c'est sans conteste celle des nouvelles conditions pour le prélèvement d'organes et cette permission de la greffe rénale aujourd'hui. Oui, la greffe en général, Oui. la greffe et la transplantation d'organes, de tissus et de cellules. Effectivement, aujourd'hui, la loi va plus loin que ce qui avait été prévu dans la loi 85-05. Elle change le consentement, d'ailleurs. Au passage, le consentement devient un consentement présumé. Il va y avoir un registre des refus. Tout ça est précisé dans la loi et évidemment, et surtout, et c'est important parce qu'il s'agit d'éthique et il s'agit de droit aussi. On précise les choses et on précise comment vont se faire ces consentements, de quelle manière, etc. Et puis bon, et on parle évidemment autant du prélèvement à partir de donneurs vivants que du prélèvement à partir de donneurs décédés ou de donneurs en mort encéphalique. Alors en Algérie, la transition épidémiologique se traduit par une charge de plus en plus importante sur le système de santé due aux maladies non transmissibles, ce qu'on appelle plus généralement les MNT, qui représentent le plus grand pourcentage, en tout cas dans les causes de mortalité. Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi sanitaire met en place une stratégie de lutte intégrée et de prévention ? Oui, tout à fait. Mais dès qu'on parle de maladies non transmissibles, il faut parler des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Et donc, et les facteurs de risque, certains sont liés à l'obésité, d'autres au tabagisme, d'autres, etc. Donc, c'est la lutte contre les facteurs de risque. Alors, je vous dis, ça n'a pas attendu la loi. Il y a un plan de lutte un plan national de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Ça n'a pas attendu, mais la loi est venue évidemment reprendre en détail ces facteurs de risque et donc pour qu'ils soient consacrés et qu'à l'avenir cet ensemble. On parlait tout à l'heure par exemple du cancer. C'est vrai que les maladies ne sont pas détaillées, mais aujourd'hui représentent 50 000 cas par an et qui risquent d'aller malheureusement en évoluant. Une maladie qui pèse aussi sur la pharmacopée. Comment aujourd'hui réaliser des économies pour soulager aujourd'hui Alors, comment faire pour... la pharmacie alors, la première d'abord, c'est qu'il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens en ressources humaines, en matière de formation, il faut mettre les moyens en matière d'équipement. Tout cela, ça a été fait, et ça continue. Alors, et le deuxième volet, comment faire, c'est, vous savez que les thérapeutiques, non, la thérapeutique médicale, celle qui coûte le plus cher, c'est certaines molécules innovantes qui sont introduites aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le cancer. Donc, et ces molécules innovantes coûtent très cher. Alors, comment faire pour réduire les coûts? D'abord, il faut commencer par établir des règles de bonne pratique, et la loi le précise justement. On reparle des règles de bonne pratique qui doivent être faites pour que, si vous voulez, on dégage les schémas thérapeutiques nécessaires. La seconde chose, c'est que mieux vaut faire le diagnostic très tôt. Et donc là aussi, vous voyez qu'il va falloir faire du dépistage assez précoce, etc. D'où la prévention, la nécessité de la prévention. Pour pouvoir agir assez rapidement pour ne pas avoir avoir une thérapeutique lourde. La troisième, il faut produire chez nous les médicaments. Et là, il faut une incitation à la production nationale, et c'est ce qui est dans la loi. Et il faut aussi, des importations utiles. Et donc là aussi, il y a un ensemble de dispositions, dans la loi national qui permettent de... Voilà. Et donc, depuis l'enregistrement des médicaments jusqu'à leur distribution. Et pour leur disponibilité. Donc, c'est pas une seule action qui va si vous voulez, réduire un peu le truc, c'est une action d'ensemble. Je viens de vous donner un certain nombre de... Et pour la disponibilité des produits pharmaceutiques, quand on sait aujourd'hui que beaucoup de médicaments ne sont pas disponibles sur le territoire national. Bon, ça n'a rien à voir avec la loi. Mais bon, la disponibilité du produit pharmaceutique est assurée également. La disponibilité du produit pharmaceutique existe. Dans certains cas, il se peut
qu'on puisse observer un manque d'un certain produit dans certains hôpitaux, mais vous savez, justement, la loi met en place, ça existait là aussi, mais elle met en place, elle consacre encore une fois le comité du médicament au niveau de l'établissement, elle consacre le comité du médicament à l'échelle de la wilaya, et elle consacre aussi la pharmacie hospitalière pour justement faire en sorte que la gestion du médicament se fasse pas sous forme, j'allais dire, avec une gestion qui ne serait pas quelque chose d'homogène, si vous voulez. Alors, on va essayer de poursuivre très rapidement. Parmi aussi les nouveautés, le système national d'information, le dossier médical unique pour chaque patient, qui font partie aujourd'hui de la modernisation du système de santé. Alors, j'allais vous dire, là, c'est un peu l'essentiel aussi. Hein. Alors, tout ce qu'on vient d'introduire dans la loi va reposer sur deux éléments essentiels. Le système, ou trois, si vous voulez. Le système national d'information. Le système national d'information national, donc, qui va contenir un certain nombre donc il va contenir aussi bien les données médicales, dans le dossier médical, qui évidemment sera un dossier qui sera inaccessible. Vous pensez bien qu'il va y avoir des clés, etc. pour avoir, bien sûr, la confidentialité du secret médical sera respectée. Et puis l'ensemble des données de gestion, l'ensemble des données j'allais dire, statistiques, épidémiologiques ou autres, etc. Donc toutes les données vont être contenues dans le système d'information. Alors ce qui est important à savoir, c'est que le système d'information, on pourra l'interroger de tous les points sur le territoire national. Voilà. Alors, et le système national d'information va assurer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans la hiérarchisation des soins, dans la continuité des soins, dans le suivi des patients. Alors jusque-là, vous aviez un dossier médical qui se trouvait dans un service qui vous a hospitalisé, et puis quand vous sortez, vous avez une ordonnance, et puis vous avez un compte-rendu médical. Et puis le compte-rendu médical, vous l'ameniez ou pas d'ailleurs à votre médecin traitant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On installe un médecin référent. Le médecin référent, c'est un médecin généraliste qui se trouve à proximité du lieu où vous habitez. Il peut être dans le public, vous le choisissez, personne ne le choisit à votre place. Donc il est dans le public ou il est dans le privé. Bien. Ce médecin, c'est ce médecin qui va vous permettre un certain nombre de choses qui jusque-là que vous faisiez vous-même. Sera chargé de la création de ce dossier. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller le voir parce que vous avez tout simplement besoin d'une consultation de médecine générale, etc. Vous pouvez aussi aller le voir et il peut lui penser que vous avez besoin de soins spécialisés. Et à ce moment-là, c'est lui qui se charge de vous prendre le rendez-vous, c'est lui qui se charge de vous placer dans le service spécialisé. Ce n'est plus, comment on dirait, le malade qui va traîner son dossier et courir après un rendez-vous qu'il a des difficultés à avoir. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'un système national d'information qui puisse permettre une jonction entre le médecin référent et les services spécialisés. Vous voyez déjà que c'est extrêmement important. Alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un dossier médical qui se veut unique, qui va être renseigné à chaque fois que le patient s'adresse au médecin référent ou tout autre médecin traitant. Le médecin référent, c'est lui qui va, parce qu'il est à côté, parce qu'il peut donc aider le patient à avoir donc accès plus facilement aux services spécialisés. Donc, si vous voulez, ce médecin référent n'est pas comment dire, vous pouvez ne pas aller le voir. Si vous avez une urgence, vous passez directement. Si vous êtes dans des conditions particulières de soins à avoir, vous pouvez aller directement vers le spécialiste. Mais dans tous les cas, toute personne qui vous verra, si vous voulez, renseignera le dossier médical unique. Et s'il renseigne le dossier médical unique, votre médecin référent le saura. Donc, vous voyez que la continuité du soin devient réelle, le suivi des patients devient réel,
Mais il faut un système national d'information qui va être mis en place pour que tout cela marche. Contrôle également renforcé avec l'Observatoire national de la santé. Quelles sont ses missions? Mais très brièvement. Je vais en citer qu'une parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Donc l'une, c'est de faire un rapport annuel à Monsieur le ministre de la Santé sur l'état de santé de la population. Alors ce rapport annuel permettra à Monsieur le ministre, et c'est pour ça que l'Observatoire dépendra du ministère de la Santé. Du ministère de la Santé, et permettra à Monsieur le ministre de corriger au fur et à mesure les différents plans nationaux donc les différents plans nationaux de prévention ou de soins qui sont mis en place ou les différents plans régionaux qui seraient mis en place. Ça lui permettrait aussi de revoir peut-être et d'adapter sa politique nationale de santé. Tout cela, ce sont encore une fois des instruments qui vont permettre une meilleure gestion, une meilleure adaptation aux besoins de santé des citoyens et leur permettre surtout une célérité dans leur prise en charge. Alors on ne pourra pas peut-être aborder toutes les questions. Le pénal, une quarantaine d'articles qui pénalisent le professionnel de la santé aujourd'hui, était-ce une nécessité? On pénalise personne, mais pas du tout, alors vraiment pas du tout. Mais quand on interdit, vous savez, les professionnels de la santé le voient ainsi. Quand on met une interdiction à côté, il faut, et puis le pénal ne s'exprime pas nécessairement par dessus, ça s'exprime par une amende qui peut être d'un certain niveau. Et puis d'autres dispositions sont des dispositions pénales d'ailleurs à l'origine, c'est-à-dire qu'elles sont déjà contenues dans le code pénal. Vous voyez que bon, là aussi, la loi n'a fait que reprendre un certain nombre d'articles qui déjà, sur le plan pénal, si vous voulez, étaient assises sur des interdictions déjà existantes. Alors on terminera peut-être avec ces deux questions parce que là on a dépassé le temps qui nous est imparti. Les biologistes dénoncent une des modifications relatives à l'exploitation des laboratoires d'analyse de biologie médicale. Deux articles ont été modifiés, laissant le champ libre aux monospécialistes d'ouvrir des laboratoires de biologie médicale polyvalents. Mais le champ libre aux monospécialités existait déjà depuis 2007, donc il n'y a rien de nouveau là aussi, sauf qu'on dit que... Ça ne sera pas réglementé? Donc, ça va être réglementé, c'est tout. On dit que ça va être réglementé. Il y a eu aussi un recul sur la question de l'avortement. L'article 81 a été supprimé? Oui, non, il a été supprimé, mais en fait, quand on lit l'article sur l'interruption thérapeutique de grossesse, encore, vous avez dit avortement, je préfère parler de l'interruption thérapeutique de grossesse. Quand on lit l'article, en fait, on se rend compte que les articles qui ont été supprimés sont contenus dans cet article. Puisque l'article supprimé permettait à la femme d'interrompre sa grossesse si l'embryon ou le fœtus était atteint d'une maladie ou d'une malformation grave, ne permettant pas son développement viable. Aujourd'hui, c'est le médecin qui doit décider selon les... Je ne veux surtout pas commenter d'une manière ou d'une autre la décision de l'Assemblée. Je dis simplement qu'un débat a été enclenché sur ces articles, un débat au niveau de la Commission, et puis la Commission a pris un certain nombre de décisions qu'elle a soumis au vote de l'Assemblée, et puis voilà. Donc je ne vais surtout pas reprendre le débat qui s'est déroulé là. Mais je peux vous dire juste une chose, c'est que quand on dit les malformations, dans les malformations, il y a beaucoup de malformations qui sont tout à fait viables et qui ne devraient pas aller jusqu'à l'interruption et qui n'allaient pas jusque-là, y compris dans aujourd'hui, la pratique décision reviendra au médecin et non pas à la mère. Oui, bien sûr. Donc, qui n'allait pas jusque-là, jusqu'à l'interruption. C'était une prise en charge qui était une prise en charge médicale, et tout le monde le sait. Donc, c'est pas systématique, l'interruption. Non, on dit qu'il n'est pas viable. Hein, on parle de viabilité. Oui, mais s'il n'est pas viable, il n'est pas viable. C'est-à-dire que, en fait, il y a une expulsion spontanée. Non, ce que je veux dire, c'est que là, c'est le rôle et la mission, la responsabilité des praticiens médicaux dans leur pratique médicale. Docteur Mekaoui, merci pour votre intervention. On n'aura pas abordé toutes les questions que comporte cette nouvelle loi sanitaire, mais merci pour vos explications. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous êtes chargé d'études au ministère de la Santé. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre page Facebook, notre invité, et par la même occasion intervenir et émettre vos opinions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie.